C'est parti. Ok. Bonjour, bienvenue à tous les membres et amis de la loge Robert Gamzon de Jérusalem. Notre soirée est à l'aune de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, qui coïncide cette année avec la fête de Tou B'Shvat, le mois de Shvat, le nouvel an des arbres et des amandiers en fleurs. Cette soirée est consacrée à la transmission. Cette transmission qui se fait et se fera de génération en génération lorsque les derniers témoins de cette sombre période seront partis. Le terme « libération du camp d'Auschwitz-Birkenau » n'est pas vraiment approprié. C'est l'ouverture des portes du camp d'Auschwitz le 27 janvier 1945 par l'armée soviétique. Ouverture des portes, comme le rappelle si justement l'historienne Annette Vivorka. C'est la marche de la mort, quelques jours auparavant, le 18 janvier 1945. C'est l'accueil des survivants dans d'autres camps de transit. C'est leur arrivée à Paris, à l'hôtel Lutetia, où les familles viennent à la recherche des leurs, en les reconnaissant difficilement. Quelques années plus tard, on essaie de faire parler, de faire témoigner les enfants cachés, leur réadaptation à la vie. C'est pour eux, pour beaucoup d'entre nous, d'essayer de vivre avec la perte de un ou de deux parents ou une partie de notre famille. C'est transmettre le vécu de ces enfants cachés qui refait surface en vieillissant. Et c'est l'objectif de cette soirée. Charles Hilsberg, né en 1937, a survécu à la guerre grâce au réseau de la résistance belge. Orphelin, il embarque à l'âge de 12 ans pour Israël, où il façonnera son destin sous le nom de Shaul Harel. Il devient un neuropédiatre reconnu. Il est l'auteur de 7 livres, de quelques 170 publications dans les journaux internationaux. Il est aussi, entre autres titres honorifiques, professeur de pédiatrie à l'Institut Sackler de l'Université de Tel Aviv. Il vient aujourd'hui, le 26 janvier 2021, présenter ses mémoires dans son livre « Un enfant sans ombre », préfacé par Boris Cyrulnik. Transmission et témoignage d'un enfant caché. Une petite remarque actuellement, tous les micros étant fermés, vous avez la possibilité de poser vos questions par chat. Notre administrateur les fera parvenir à Pierre Dreyfus, qui les transmettra à nos invités. Je vous souhaite une excellente soirée, pleine d'émotions, et je passe la parole à un très grand ami de notre loge, à Monsieur Pierre Jorlette, président des Amitiés Israël, Belgique, Luxembourg, Tel Aviv. Pierre, la parole est à toi. Merci beaucoup. Un tout grand merci Jacqueline, et je vais faire du ping-pong et transmettre la parole à Shaul qui a quelques mots à dire avant qu'on ne commence cette séance. Shaul. Shaul. Il faut qu'il remette son micro. Shaul, tu dois remettre ton micro. Shaul, à l'écran en bas à gauche, il y a le micro, tu dois repousser dessus pour le mettre en route. Voilà, c'est ça? À toi. Shaul, à toi. Alors, bonsoir à tous. Moi aussi, je voudrais remercier la loge Robert Gamzon de Bnei Brit, spécialement Jacqueline Revivo et Pierre Dreyfus pour l'organisation de ce projet. À cette occasion, je veux aussi remercier tous les ambassadeurs de Belgique en Israël, Daniel Delmarmol, je crois qu'ils sont tous à l'écoute, Bénédicte Franquinet, John Cornet Delcius et Olivier Bell
vraiment pour leur aide et support pour toutes mes activités belgo-israéliennes, inclus la traduction de mon livre en français. Ensuite, je voudrais aussi remercier les traducteurs du livre en français qui sont avec nous ce soir, Chaya et Michael Adam. Et comme on dit en anglais, last but not least, comme on dit, je remercie mon coéquipier, Pierre Jorlette, président des amitiés Israël-Belgique-Luxembourg, et aussi David Sherman pour son aide technique. Et merci. Et vous allez excuser mon français parce que j'ai fait mon alia à l'âge de 12 ans. De 12 à 65 ans, je n'ai pas du tout parlé le français. J'ai recommencé seulement à l'âge de 65 et je parle avec un accent belgo-israélien, je crois. Je ne sais même pas si c'est ça. C'est un mélange. Bon. Donc, je reprends la parole, Shaoul. Oui, oui. Donc, quand on lit ton livre, une chose saute aux yeux. C'est ta carrière médicale extraordinaire que ne laissait absolument pas prévoir la guerre pendant laquelle tu as perdu tes parents et ton identité une fois devenu un enfant caché. Avant de commencer notre interview, je voudrais lire le prologue de ton livre parce que j'ai le sentiment que ce que tu y écris donne l'impression d'avoir gagné une victoire essentielle de ta vie. Alors voici le prologue et tu me diras si tu es d'accord avec ce que je viens de dire. De toutes les réalisations dans les domaines de la neuropédiatrie et du développement des enfants, de tous les prix et récompenses remportés au cours de sa carrière, de toutes les cérémonies auxquelles il a pris part et de toutes les conférences qu'il a faites, le professeur Shaoul Harel n'a atteint le paroxysme de la satisfaction qu'à un moment bien particulier. Au cours de l'automne 1998 à Ljubljana, en Slovénie, où il vient d'être nommé président de l'Organisation internationale de neuropédiatrie, il préside la première réunion du comité de direction qu'il a convoqué. Lorsqu'il aperçoit la main levée du représentant allemand qui lui demande l'autorisation de prendre la parole. Le temps d'un instant, le regard du professeur s'attarde sur le visage de l'Allemand et il se demande si son père ou son grand-père n'était pas l'un de ces officiers qui, un jour funeste, ont fait irruption dans leur maison à Bruxelles et se sont violemment emparés de ses parents pour les acheminer par le convoi numéro 20 au camp numéro 20 au camp d'Auschwitz vers leur mort tragique. Qui aurait pu croire que l'enfant contraint à se cacher des Allemands tout au long de la Seconde Guerre mondiale, qui aurait pu croire que cet enfant dont la vie menacée ne tenait qu'à un fil présiderait des années plus tard un comité où les représentants du monde entier lui demanderaient l'autorisation de prendre la parole et de daigner prêter l'oreille à leur communication professionnelle. Si seulement ses parents pouvaient le voir. D'un signe de tête poli et avec la retenue ironique qu'il a acquise, le professeur Harel permet aux représentants allemands de prendre la parole. Place à tes commentaires, Shaoul. Oui, c'est vrai. Et pour moi, c'était vraiment le paroxysme de ma carrière professionnelle. Notre victoire sur Hitler et le nazisme. Tu peux continuer. D'accord. Alors, passons à la première question. En fait, à la fin de la guerre, tu es orphelin et à l'âge de 12 ans, comme l'a dit Jacqueline, tu fais ton alia très jeune. Puis, ce sont tes études et ton service militaire en Israël. Tu échappes à la mort lors de la guerre de Suez en 1956. Tu entames ensuite une carrière médicale en Israël, mais aussi aux États-Unis où tu te spécialises avec succès, au point qu'on t'offre de t'installer là-bas, mais tu te sens israélien de cœur et tu t'investis pour introduire avec succès la neuropédiatrie en Israël. Alors une question,
comment se fait-il qu'après tant d'années, tu aies gardé un lien si profond avec la Belgique? Bien, Israël est le pays où je vis, c'est ma patrie, mais la Belgique est le pays où je suis né. J'ai passé mes 5 premières années entouré d'amour. J'ai eu un souvenir de chaleur, mais aussi un traumatisme terrible. J'ai refoulé mon passé parce que cela ne m'aidait pas à, pour mon intégration en Israël, créer et établir une famille et une carrière professionnelle. Ayant réussi à me fortifier seulement à l'âge de 65 ans, une cascade d'événements m'a ramené à la recherche de mon passé. Aujourd'hui, je raconte, et c'est presque devenu une obsession. En 2003, à Varsovie, invité en tant que président de la Société internationale de neurologie pédiatrique, j'ai décidé pour la première fois de visiter le camp de Auschwitz, où j'ai découvert comment mes parents, ma sœur aînée, mon frère y ont été exterminés. C'est seulement après cela que j'ai eu le courage d'aller visiter l'appartement que mes parents occupaient à Bruxelles, dans la commune de Saint-Gilles. J'ai pu voir alors le mur qui m'a sauvé. J'ai aussi rencontré pour la première fois André Guelen, la dernière survivante de 12 femmes belges engagées dans la résistance belge et qui ont réussi à sauver plus de 3000 enfants de l'extermination nazie. Leur histoire est complexe, clandestine et peu connue en dehors de la Belgique. Elle est bien racontée, je dois dire, dans mon livre, en détail. André m'a fait découvrir les registres secrets appuyés de documents. Et mon nom, je ne savais même pas que mon nom était Charles Van Bergen dans la résistance et que mon code secret était 0423. C'est des choses que j'ai appris après l'âge de 65 ans. Par la suite, j'ai aussi pu rencontrer mon éducateur, moniteur exceptionnel et légendaire, Ziggy Hirsch, lui-même rescapé de Auschwitz. Pierre? Donc, effectivement, Madame André Guelen a joué un très grand rôle dans le sauvetage de milliers d'enfants juifs en leur fournissant des cachettes et elle t'a inspiré cette très belle chanson que nous allons entendre magnifiquement interprétée par Keren Hadar. Mais avant cela, peux-tu nous dire en quelques mots comment cette chanson est née dans ton esprit? Je vais vous raconter maintenant une histoire vraie. On donnait l'opéra Aïda Masada. Dalia et moi, Dalia ma femme et moi, on séjournait à l'hôtel Israël de la mer Morte. C'était l'été. Il faisait beau et chaud et je me baignais relaxé dans le jacuzzi de l'hôtel. Je commence à penser sans relâche à ce que je pourrais offrir à André Guelen pour son 90e anniversaire, ou en français 90 anniversaire. M'intéresse une partie du film, je l'ai vu déjà. Continue, Shaoul, continue, c'est des gens qui interviennent mais qui ne sont pas mutés. Et alors, je me baignais, comme je dis, dans le jacuzzi et dans l'eau chaude. Et comme Archimède dans l'eau chaude, soudain, un coup de tête, comme la muse et l'inspiration tombent sur ma tête et je décide de lui offrir et de lui écrire un poème. Toutes les lignes étaient dans ma tête, paragraphe par paragraphe, strophe par strophe, jaillissent dans ma tête et comme un obsédé, je monte vite alors dans ma chambre. Je dis à Dalia, Dalia, assieds-toi et j'ai écrit un poème pour André. Et Dalia me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est la chaleur du désert peut-être? Tu n'as jamais écrit un poème, tu écris seulement des trucs médicaux.
Et elle a entendu le chant et elle a aimé. Et elle a décidé, parce que c'était écrit en prose, de faire des vers, changer des vers à la prose. Et on a choisi notre chanteuse préférée, Keren Hadar. Quand on a lu le chant, je pouvais sentir qu'elle avait des larmes aux yeux. Et la musique a fait Rafi Kadishson, l'adaptation des paroles à la musique d'Anne Almagor. En 2 semaines, le DVD était prêt et le chant que vous allez entendre a eu un très grand succès sur le YouTube. En moins d'1 mois, il y avait plus de 250 000 entrées de tous les coins du monde. Beaucoup de commentaires que André Guelen, c'est un ange, André Guelen, c'est exceptionnel, que la musique doit être l'hymne de Yad Vashem. Alors, je propose à David de lancer la chanson magnifiquement interprétée par Keren Hadar. David? David, on n'entend rien du tout. Allô, allô? Shaoul, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais je ne vois pas On ne voit Il n'y a rien. plus. Il n'y a pas de son. On n'entend rien du tout et on ne voit rien du tout. David, il y a un problème technique? David, on n'entend rien. On ne voit rien, hein? Ah. Maintenant, on peut commencer du commencement encore? Tu peux commencer? J'entends pas ce que vous dites, j'ai la musique dans les oreilles. On peut le remettre au début, parce qu'on n'a rien vu du tout. Vous voyez quelque chose? Maintenant, on te voit toi, mais il faut le remettre au début, parce qu'on n'a rien vu du tout jusqu'à présent. Mais vous avez entendu? Très peu, au mieux, quoi, maintenant, oui, mais pas le début. Moi, Bien. Je relance le film. Oui. Voilà, je crois que c'est bon. Ah, tac. Vous le voyez? Oui, alors tu en plein écran. De tous les enfants cachés. C'est bon? Bravo. היא הייתה בלונדינית יפה ותכולת עיניים, צעירה שבקושי מלאו לה 20 אביבים. מדמואזל אנדרה קראו לה ילדי הבית, וכמו כל בנות גילה היא חלמה על חיים טובים.
ידיים. אז ניגש המפקד עם השט ונבח בנזיפה. איך בלונדינית יפה שכמותך תכולת עיניים, מנסה להציל תולעים ושרצים משרפה, אבל היא הזדקפה ואיתה כל 20 אביביה. איך אתם בני העם הדוגל בשירה ותרבות, מצליפים בלעדים מחפים מכל פשע, ובחוץ ממתינה משאית כי דינם הוא למות. את לא מפחדת? שאלו אותה הידידי. אני בת 20 ענתה, ובגיל 20 לא מפחדים. היא הייתה בת 20, מדריכת ילדים מבריסל. הילדים קראו לה מדמואזל. כששמעה שבחוץ המשאית העמוסה מתרחקת, היא ידעה, הם יבואו שנית, להמשיך במלאכה. ומדלת לדלת עברה, ושקט בשקט לחשה, להכין מזוודונת, דובון ושמיכה. ולמחרת היא חזרה ואספה ילדים חרש חרש. יוצאים לטיול אל היער, בשקט, בסוד, ללטף אבזים ושפנים. והאם החיוורת שידעה נפנפה לילדים בחיוך של דמעות. מדמואזל אנדרה הובילה אותם יד ביד, על גבה, מתגנבת, לעתים בעגלה עם חציר שלבד דחפה. חיילים גרמניים, על פניהם ללא פחד חולפת, הם שלחו לה קריצה, היא הייתה באמת כה יפה. את לא מפחדת? שאלו אותה הידידי. אני בת 20 ענתה, ובגיל 20 לא מפחדים. היא הייתה בת 20, מצילת הילדים מבריסל. הילדים קראו לה מדמואזל. היא חילקה בבתים אז את כל הילדים שהצילה, והכינה אותם לקראת בית חדש ואוהב, ותפילות חדשות ואסור שיכירו חלילה. שם בחוץ שעצוב, שלבד, שכואב. והרבה אנשים אמיצים בביתם אז הסתירו, תוך סיכון חייהם מול גסטאפו, מול כל הזוועות. ילדים שניצלו, שלנכד יזכירו. ילדים ללא צל שלמדו איך בוכים בלי דמעות. את לא מפחדת? שאלו אותה הילדים. אני בת 20 ענתה, ובגיל 20 לא מפחדים. היא הייתה בת 20, צעירה אמיצה מבריסל. היא היום בת 90, אך תמיד תישאר. Très émouvante chanson, très émouvant, merci. Je repasse à toi, Shaoul. Maintenant, une question aussi. Pourquoi as-tu choisi ce titre, Un enfant sans ombre? Eh bien, un enfant sans ombre, c'est un terme qui a été donné par Ziggy
mon éducateur d'après la Shoah. Et ça veut dire que pendant la Shoah, un enfant caché a perdu son ombre, son passé, son entourage, sa famille, sa langue maternelle, ses prières même. Mais après la Shoah, il a dû créer et rebâtir une nouvelle ombre, une famille, une carrière professionnelle, une nouvelle identité et aussi un nouveau soi. Bon. Je vais lire maintenant un autre extrait qui décrit un des moments les plus dramatiques dont tu as déjà annoncé le titre, un moment que tu as vécu à Bruxelles avec tes parents et ta famille pendant l'occupation nazie. Le titre est « Bruxelles, derrière un mur ». Régine a 13 ans. Elle est assise dans sa chambre et se met à trembler. La voix stridente et menaçante d'Adolf Hitler tonitrude du poste de radio des voisins et résonne dans ses oreilles et dans son âme sensible. Nul n'est besoin de comprendre la langue pour sentir la haine et la folie de l'orateur. La peur s'infiltre dans ses veines et elle se recroqueville sur son lit comme si les propos du Führer étaient des flèches empoisonnées tirées à son intention. Pas tout à fait femme, mais suffisamment mature pour comprendre un tant soit peu les tenants et les aboutissants de ce monde, Régine se lève, remonte une mèche qui lui a glissé sur son front, sort de l'appartement, descend les marches 4 à 4, salue la concierge d'un signe de la main, vérifie une dernière fois qu'elle a bien pris dans son sac les souliers qui ont besoin d'être réparés, ouvre la porte cochère et quitte l'immeuble du quartier Saint-Gilles à Bruxelles, 37A rue Monténégro. Soudain, elle se fige sur place. Elle remarque qu'en amont de la rue, des soldats et des agents de la Gestapo ont bloqué l'accès et forcent des juifs pris de panique à monter dans des camions. C'est une rafle, se dit-elle. Elle voit un détachement de soldats portant l'uniforme des SS marchant au pas en direction de son domicile. Le temps d'un instant, son cœur cesse de battre, puis se remet à palpiter comme un fou. Son cerveau est en effervescence, comme sur un champ de bataille, et sa réaction est résolue et immédiate. Elle revient sur ses pas, referme la porte cochère, repasse devant la concierge stupéfaite qui se signe et s'élance dans l'escalier vers son appartement. C'est l'ascension la plus rapide de sa vie. Le souffle coupé, elle annonce à ses parents « Les Allemands sont là, il faut déguerpir !» Le visage de sa mère en train de mettre la table pour le dîner du vendredi soir devint blême et l'assiette lui tombe des mains. Elle cherche des yeux son petit garçon qui joue sur le tapis du salon, le prend dans ses bras et se dirige vers la porte. Son père court chercher la clé d'atelier des cravates du grenier au 6e étage. « Vite !» s'écrie Régine, « le temps presse, partons !» Une sueur froide perle sur le front de son père. « Je ne trouve pas la clé !» balbutie-t-il. Mais la mère tranche. « Peu importe, Moshe, montons maintenant !» Le père verrouille la porte de l'appartement pour faire croire aux Allemands que la famille est absente et il commence à grimper les nombreuses marches de l'escalier qui mènent au grenier. La voix des nazis retentit au bas de l'escalier. Pendant qu'il monte vers le grenier, une porte s'ouvre sur l'un des paliers et un voisin belge interdit les regarde bouche bée. Régine pose un doigt sur ses lèvres pour le prier de garder le silence. Le voisin acquiesce et referme la porte. Quelques secondes plus tard, la famille atteint le grenier et cherche un endroit pour se cacher. L'atelier des cravates où le père entrepose sa marchandise est fermé à clé. Ils n'ont donc d'autre choix que de se cacher derrière le mur qui sépare le palier en 2 parties. Les parents, Régine et le petit Charlie, âgés de 4 ans, se tiennent debout derrière le mur, s'efforçant d'apaiser les battements de leur cœur. La mère n'arrête pas de psalmodier « Shema Israël » et Moshe a le cœur serré d'angoisse. Il est accablé par un sentiment de culpabilité de ne pas avoir trouvé la clé d'atelier des cravates et il a l'impression que les cravates qu'il a l'habitude d'essayer sur ses clients se resserrent maintenant autour de son cou.
Des bruits de pas, de bottes cloutées se rapprochent de l'endroit où ils se sont réfugiés. Dans le grenier, la famille retient sa respiration. Les yeux du petit Charlie sont écarquillés de terreur. Quelqu'un, son père peut-être, lui introduit dans la bouche un bâillon, le conjurant de ne pas souffler mot. Les parents et leurs 2 enfants s'adossent au mur, se tenant par la main en tremblant. Les lèvres du père bougent en une prière silencieuse. Parvenu au grenier, le soldat essoufflé par l'effort s'adosse au mur et allume une cigarette. De l'autre côté du mur, à quelques centimètres de distance, les fouillards entendent le bruit de l'allumette gratter contre la boîte et sont convaincus qu'ils vivent leurs derniers instants. Qu'une minute plus tard, après avoir terminé sa cigarette, le soldat se retournera, fera 2 pas vers la gauche ou vers la droite et découvrira la famille juive dissimulée. Le petit Charlie de 5 ans ne pense pas à la mort. Ce concept est trop abstrait pour lui pour qu'il puisse comprendre la signification. Mais il ressent l'indicible terreur dans toutes les fibres de son être. Il regarde ses parents qui depuis toujours ont su le sauver à la dernière minute des dangers, des mauvaises passes. Ses parents en qui il a une confiance absolue comme on croit en Dieu. Ses parents qui maintenant, pour la première fois de sa petite vie, se montrent à lui dans toute leur vulnérabilité. Quelque chose en lui se brise. Il reste encore des sales juifs là-haut, s'enquiert en hurlant en allemand le chef du soldat, resté en bas de l'escalier. D'une voix qui semble à Charlie être celle d'un homme qui marche sur du gravier. Le soldat pompe une dernière bouffée de sa cigarette qu'il expire calmement, en volute de fumée, jette son mégot à terre, l'écrase du talon de sa botte jusqu'à ce qu'il soit éteint. Encore fatigué de son ascension, il répond à son chef « Nix, il n'y a personne » et il redescend. Les 4 membres de la famille ressentent un immense soulagement. Cependant, par mesure de sécurité, ils restent dans le grenier jusqu'à la tombée de la nuit. Le bâillon a été retiré de la bouche de Charlie, mais il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne dit mot. De nombreuses années passeront jusqu'à ce qu'il accepte de parler de cette nuit-là. De nombreuses années, il se taira et refusera non seulement de parler, mais aussi de se souvenir. Chaque fois qu'un danger le menacera, il bâillonnera ses angoisses et regardera la mort en face avec un étonnant détachement, un chiffon imaginaire enfoncé dans la bouche. Voilà cet événement dramatique dont j'ai lu le passage. Alors, je vais continuer avec mes questions, si tu me le permets. Peux-tu nous dire comment est né le projet d'écrire ce livre et comment l'as-tu réalisé? Bien, Pierre, pendant toutes les années, j'ai toujours su que j'avais une histoire à raconter, une histoire qui doit être écrite, une histoire qui a tous les éléments littéraires des conflits, de la suspense, de l'héroïsme et de la résilience contre toute attente. On me demande souvent pourquoi nous avons écrit ce livre. Ma réponse directe est que d'ici 10-15 ans, il n'y aura plus de rescapés de la Shoah qui pourront raconter leur histoire eux-mêmes. Ce sera peut-être des journalistes, des historiens, des cinéastes qui vont raconter une histoire, mais non invécue. Et peut-être ils vont raconter ça de leur coin de vue. Et ce ne sera pas la même chose. Je crois que la rédaction de ce livre est une étape supplémentaire pour que la Shoah ne tombe pas dans les oubliettes de l'histoire, mais qu'au contraire, elle restera gravée dans les mémoires. Je crois aussi que cet écrit contrera ceux qui disent ou diront que la Shoah n'a jamais existé. C'est ma femme Dalia qui a pris la plume, secondée par une cousine écrivain. L'écriture a nécessité de nombreux échanges. Chaque semaine, on se rencontra, on plongeait dans les archives
Et aussi, il fallait décider le contenu et la séquence des chapitres qui étaient assez importants. Et ce livre, préfacé par le professeur Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, lui-même enfant caché en France, mais qui est aujourd'hui un expert mondial sur la résilience. Eh bien, notre livre met l'accent sur la résilience après un traumatisme aussi dramatique que la Shoah. Et j'espère que notre écrit pourra servir de boussole à d'autres enfants en détresse dans le monde. Merci. Dans ce livre aussi, on remarque que tu attribues une très grande importance à ta carrière médicale. Pourquoi as-tu insisté tellement sur cette carrière médicale? Dans le livre, je raconte mes études en Israël et aux États-Unis, ainsi que mon obstination à promouvoir la neuropédiatrie et le développement de l'enfant à une époque où on ne connaissait pas cette branche en pédiatrie. Je suis devenu expert de cette discipline aux États-Unis et en Israël. J'ai pu, à mon retour des États-Unis, ouvrir le premier département moderne de neuropédiatrie en Israël. J'ai formé de nombreux médecins. Notre recherche fondamentale et innovante avec la collaboration de l'Institut Weizmann a été toujours saluée en Israël comme à l'étranger aussi. J'ai été expert mondial sur le retard de la croissance intra-utérin, président de la Société internationale de la neurologie pédiatrique. Et je parle aussi dans le livre de mon approche ludique des consultations à toujours assister avec cette poupée, Raggedy Ann, une poupée au sourire communicatif, qui a facilité les auscultations et aussi a sauvé beaucoup de vies que je raconte dans le livre. Le livre vraiment ne consiste pas d'un CV exhaustif, mais évoque les méandres et succès d'une longue carrière ponctuée aussi d'anecdotes avec beaucoup d'humour. Et je crois que vous pourrez lire et aussi sourire dans le livre, malgré les traumatismes que je raconte. Et voilà, on peut continuer. Oui. Shaul, tu as parlé tantôt de Ziggy Hirsch et tu as souhaité aussi rendre hommage à Ziggy Hirsch, ce très jeune éducateur lui-même rescapé d'Auschwitz. Dis-nous quelques mots à son sujet. Ensuite, nous entendrons un poème musical qui lui a aussi été dédié à l'occasion de ses 90 ans. Eh bien, à vrai dire, pour moi, Ziggy Hirsch était mon éducateur, mon mentor exceptionnel, légendaire, lui-même rescapé d'Auschwitz, un Tarzan de 20 ans, sans aucun savoir de psychologie. Il a compris directement que la chose la plus importante, il faut d'abord réveiller l'instinct de survie. Avec Ziggy, on faisait du sport, du théâtre, entendre de la musique. Il nous racontait des histoires et des films qu'il allait voir à la Gare du Nord, 2 films pour le même prix. Mais en plus, il nous faisait rire, et beaucoup rire. Et c'est pour cela que j'ai appelé Ziggy l'homme qui m'a remis un sourire sur mon visage après la Shoah. C'est Ziggy qui a proposé et introduit les termes suivants sur les enfants cachés. Les enfants sans ombre, le nom, le terme du livre. Les enfants du silence, on devait être en silence. Les enfants qui pleurent sans larmes, il fallait pas attirer l'attention des gens parce qu'il y avait beaucoup de mouchards autour de nous. Et il a aussi introduit ce qu'il écrit et ce qu'il dit, la loi de l'oubli sur l'oubli. Il fallait qu'on oublie ce que nous avons oublié.
crois que c'est très, très bien comme terme. Et puis avec Ziggy, je partage aussi une histoire formidable que vous allez entendre et voir maintenant. Et je veux simplement introduire Ziggy, comment je l'ai rencontré. Il faut dire que j'ai téléphoné après 60 ans. Et je lui ai dit, Ziggy, viens, il est temps qu'on se rencontre. Alors, on a décidé de se rencontrer à 7h30 le soir à l'hôtel Grand Plaza, Place Rogier à Bruxelles. Mais à cause d'un retard, l'avion est un retard d'une demi-heure, j'avais oublié de dire à Ziggy que je ne suis plus Charles Hilsberg, que je suis maintenant Shaul Harel. Alors Ziggy, à l'hôtel, est allé à la réception et on lui a dit, il n'y a pas de Charles Hilsberg dans l'hôtel. Alors, après une demi-heure, il a décidé de quitter et on se croisait juste à la porte tournante et j'ai vu immédiatement sa silhouette. Je ne pouvais pas vraiment, on pouvait reconnaître, j'ai reconnu Ziggy directement. Je dis Ziggy, et alors on est tombés l'un et l'autre dans les bras et on a décidé d'aller manger. Lui aime manger, moi j'aime manger. On est allé manger dans un des meilleurs restaurants de Bruxelles, à la Grand Place. Et on a tous les deux plongé dans notre passé. Moi, j'ai raconté mon histoire. J'ai raconté l'histoire de mon frère, comment il a été massacré à Auschwitz. Et lui a raconté son histoire. Et c'est quelque chose de terrible que j'ai décidé et avec musique. Et la chose la plus importante dans ce poème et cette musique aussi, c'est que Ziggy chante lui-même le chant qui a sauvé sa vie. Vous allez entendre ça, et ça c'est une chose qui nous rapproche tous les deux parce que vous allez entendre l'histoire et c'est émouvante. Je dois dire aussi merci à mes amis, je ne sais pas s'ils suivent cette soirée, Elisabeth et Lambert d'Avignon, de Nice, qui ont aidé avec le poème qui a été écrit en hébreu, mais il a été traduit aussi en français. Ils ont été et Elisabeth Lambert. Alors, je leur dis aussi merci s'ils regardent la présentation cette soirée. Alors, je crois que maintenant, c'est le temps d'attendre le poème. Donc, c'est un poème dont la musique a été faite par Ronnie Porat et il est interprété par Emmanuel Hanoun, qui est accompagné par une chorale de jeunes. David, à toi. C'était pour son 90e anniversaire. Je suis le deuxième à droite voilà, je crois que vous reconnaissez mon visage, avec mon ami d'enfance à côté de moi, Robert Fuchs. Et ici est le Tarzan de 20 ans, Ziggy Hirsch. Cher Ziggy, mon moniteur, je veux te dire que grâce à toi, j'ai pu sourire. Quand la fin de la guerre a sonné, les enfants cachés sont sortis, une bande d'orphelins meurtris qui voulaient vivre une autre vie. Je faisais partie de ceux-ci. Près de Bruxelles,
nous fûmes rassemblés, silencieux, effarouchés, à l'âne dans une maison d'enfants, pour y demeurer quelque temps. À l'arrivée, qui était là? Quelqu'un que je n'oublierai pas. Un grand jeune homme, un magicien, dont le sourire faisait du bien. C'était Ziggy, notre sauveur, qui par sa douceur, par sa patience, à nos vies redonna un sens. Par son amour, par sa chaleur, il ralluma peu à peu une étincelle dans nos yeux. D'un seul coup, finit le malheur, au loin perce une lueur. Ziggy, notre ange gardien, nous aide à tracer le chemin. Du théâtre, du sport, de la danse et des jeux, voilà qu'il nous stimule de son entrain joyeux. Après tant de souffrances, il nous rend notre enfance. À l'heure du coucher, quand les peurs se réveillent, nous écoutons Béat, des étoiles plein les yeux, les histoires qu'il invente. Il en fait des merveilles, partageant avec nous tous les films qu'il voit. Dans le noir, des visages s'illuminent, ça et là, les cauchemars s'effacent, et de douces nuits passent. Ziggy, Ziggy, notre héros, le moniteur que j'ai enchéri. Ziggy, l'ange magicien qui nous apprend la vie. Ziggy, Ziggy, notre héros, le moniteur que j'ai enchéri. Ziggy, je veux te dire que tu me rendis mon sourire. « 60 ans se sont écoulés. Et puis un jour, c'est à Bruxelles qu'on s'est plongé entre deux plats, entre deux verres de vin, tous les deux, dans notre passé. En effet, c'est à Bruxelles que je pus parler de Marcel. Marcel, mon frère d'à peine 16 ans, qui crut les nazis naïvement. Travaille, porte-toi volontaire. Ça sauvera ta vie et celle de ta famille, c'est ce qu'ils lui ont dit. Croyant dans cette promesse, de toute sa bonne foi, le voilà volontaire à Auschwitz, on l'envoie par le premier convoi. À son arrivée, son destin est tracé. Il tombe entre les mains du cruel Mengele et de son assistant, un certain Paul Kremer, médecin, professeur, qui voulait étudier sur les organes humains les effets des privations, de la soif, de la faim. La mort de Marcel est programmée d'avance, une injection létale met fin à ses souffrances. Elle était ce réel professeur Kremer qui, en médecine, faisait autorité et qui commit tant d'horreurs si contraires, parjurant honteusement son serment d'Hippocrate. Je venais d'évoquer Marcel dans ce restaurant à Bruxelles. Ziggy soudain se décompose et il m'avoue tout bas, après une longue pause, le SS, Paul Kremer, le docteur, mais c'est lui qui fut mon sauveur. Et il raconte alors: ma famille fuit Berlin pour Bruxelles. Moi aussi, je crois les nazis et je m'engage pour travailler. À Auschwitz, je suis déporté comme ton frère, parmi les premiers. Avec émotion, Ziggy poursuit le fil de son incroyable récit. Affecté au commando du bois, je dois abattre branches et troncs. Sciant, tirant, tirant, sciant, jusqu'au total épuisement. À tel point qu'on enterre les morts en chemin. Pour trouver la force de vivre, une scène nous construisons. Nous recréons un cabaret de sketchs, de danse, de chansons. Tous les soirs après le dur labeur, tous les soirs pour oublier l'horreur, je chante, je chante. Comme un lanque. Histoire d'amoureux berlinois qui l'un contre l'autre se serrent sur un banc près de la rivière. Les prisonniers sont spectateurs, parmi eux quelques officiers dont le fameux docteur Kremer.
cultivé, connaisseur, qui vient nous écouter, nostalgique du temps passé, des cabarets berlinois, des cabarets d'autrefois. Je le vis revenir souvent, il aimait ma voix, mon accent. Il me demandait fréquemment « Krummelanke », ma chanson préférée, pour évoquer le temps passé. Ainsi était le récit de Ziggy, à qui une chanson a pu sauver la vie. Tous les matins, Ziggy poursuit, recommencer le cauchemar, la hantise du tri. À droite, ceux qui sont aptes, à gauche, les condamnés, trop faibles pour continuer, qui vont partir en fumée. Ce jour-là, j'étais si épuisé, je sentais que c'était la fin. Une fois avalé le brouet que me servait de déjeuner, alors que nu, j'attendais dans la file des condamnés, le docteur Kremer, sans pitié, tira une balle sur mon voisin, un metteur en scène polonais qui le priait, le suppliait de lui laisser la vie. En vain. Et puis ce fut mon tour. Kremer me fixa dans les yeux. Krummelanke, la chanson que mon fils et moi préférons. Au travail, retourne donc. Voilà comment j'appris que celui qui était coupable de la barbarie, qui causa le supplice de mon frère pour son plaisir, pour un caprice, accorda la vie. C'est pourquoi, me confia Ziggy, j'ai juré de consacrer ma vie aux enfants innocents, rescapés de ce bain de sang. Sauvé par une chanson d'amour, Ziggy répandit cet amour. Comme promis, dans la maison de l'âne, quel éducateur il devint. J'en témoigne de toute mon âme. À peine 20 ans et si patient, chanteur, comédien, souriant, il mit toute son âme d'artiste et tout son cœur pour nous faire oublier nos malheurs, pour effacer toute la peur. Il m'apprit à chanter, à rire et surtout, il me rendit mon sourire. Ziggy, Ziggy, notre héros, le moniteur que j'ai tant chéri. Ziggy, l'ange, le magicien qui nous ramena à la vie. Ziggy, Ziggy, notre héros, le moniteur que j'ai tant chéri. Ziggy. Ziggy, je veux encore une fois te dire merci pour m'avoir fait retrouver mon sourire. Vor 2 Jahren im August habe ich es noch nicht gewusst, dass ich heute Klagelieder singen muss. Aber ich habe entfernt die Emma kennengelernt. Aber heute ist es mit der Liebe Schluss. In dem Grunewaldlokal sah ich sie zum ersten Mal. Sie trunk Kaffee und das Liebesknochen zu.
Und der schlemmelte mir ran und der fing zu quatschen an. Und danach dachten wir uns du. Und dann saß ich mit der Emma auf der Bank. In den Armen schwimmt ein schöner Pipirol. Unter uns kommt die kleine krumme Lanke. Gegenüber aus einer Wurst mit Sauerkohl. An der anderen zuckt sich einer am Baden. Und die Oma hat gesagt, er ist schön gebaut. Bist du auch so schön gebaut? Und dann gab sie mir einen Kuss. Et voilà donc ce passage très émouvant de Sigirch. Et pour terminer, disons, cette présentation, je propose de regarder un extrait de la fin du film, un extrait émouvant, particulièrement émouvant, de la fin du film réalisé par Bernard Balto et produit par les frères Dardenne et qui a pour titre le film donc Les enfants sans ombre. Et cet extrait commence par quelques réflexions très pertinentes faites par le professeur Boris Cyrulnik. Alors, David, si tu veux bien lancer cet extrait de film. Non, il faut que je trouve l'extrait en question. Donc, si tu peux leur parler pendant une minute. Voilà. Oui, ben disons que j'ai été très ému par Ziggy Hirsch et cette histoire, disons que cette chanson qu'il a sauvée alors qu'il était vraiment condamné à mort et disons il a échappé sur le fil, un peu la même histoire que le mur, mais là c'était encore plus dramatique quand on sait qu'il était vraiment destiné à la condamnation, il était repéré, disons que c'est remarquable, et qu'il puisse rechanter à l'âge de 90 ans cette chanson avec le même allant qui, à l'époque, a sauvé la vie. C'est bon, Pierre, on peut y aller. Je dois dire, est-ce qu'on m'entend? Non, maintenant on va passer le film. Ah, ok. Je lance le film? Ok. Oui. And then to keep them inside. Ouais. Il n'a pas été dans le dit pendant 50 ans, 60 ans même, et maintenant il est dans le paradis. C'est-à-dire qu'il ne peut le dire que parce que un journaliste lui donne la parole, que parce qu'il va le faire par le détour du film. Il ne peut pas dire, ma fille, j'ai quelque chose de terrible à te dire. Il ne peut pas dire comme ça. Mais il peut dire, je vais chercher à comprendre avec l'aide d'un romancier, l'aide d'un cinéaste, l'aide des techniciens, la technique, mais à distance l'émotion. Donc je peux dire, on va couper, on va reprendre. Donc je maîtrise l'émotion. Donc là, je peux dire, et mes enfants vont entendre ce que je ne peux pas leur dire en face à face, mes enfants vont l'entendre par le paradis. Et là, les enfants sont intéressés, et je pense que le héros du film va devenir passionné de la découverte de soi, parce que ça, c'est le paradoxe des enfants cachés, c'est qu'on leur raconte leur histoire. 60 ans plus tard, ils redécouvrent des photos, ils redécouvrent des archives, ils redécouvrent des témoignages. On leur raconte leur enfance, qu'eux-mêmes avaient ignorée ou déniée, parce que c'était insupportable. Donc c'est une résilience tardive.
לא מבין, היה להם את התמונות שלהם. אבא שלי. פה. כן. ואמא שלי. כן, הנה. הנה. זה הראש של רגינה. כן, הנה. ולאמא למעלה. כן. אולי. $6 millions juifs morts pendant le Shoah, c'est beaucoup, c'est trop, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas comprendre. Mais lorsque je regarde les photos ici, les photos d'un seul convoi, plus que 1200 personnes, et je vois les photos de mon grand-père et ma grand-mère, c'est quelque chose de différent, c'est émouvant, ça fait plus réel. Ce qui est formidable, c'est qu'au fond, grâce à cette exposition, tu as la possibilité de pouvoir avoir aussi ce dernier regard de ta mère qui est évidemment quelque chose d'immense par rapport aux 65 ans qui se sont écoulés entre le moment où tu as été caché et aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elle me regarde, elle a un petit sourire là, et elle me dit, eh ben, je suis content que je t'ai caché, maintenant tu vas vivre, tu vas réussir. Et pour moi, j'ai le sentiment maintenant que c'est mon triomphe, son triomphe sur le nazisme. Exactement. Ils nous ont pas eu. Ils ont failli nous avoir, mais... Ils nous ont pas eu, oui, c'est ça. Tu vois, mon père, lui, il regarde, c'est un regard beaucoup plus lointain. Il voit déjà ce que je suis devenu. Ouais. Il me voit professeur en médecine. Ouais. Je comprends ce que tu ressens. Pierre? Oui. Donc voilà cet extrait émouvant qui est un peu la fin de notre présentation avec Shaul Harel et son livre. Je ne sais pas si Shaul veut dire encore un mot, et puis je voudrais dire un tout petit mot avant les questions et réponses. J'ai un petit problème parce que je vois seulement la moitié du screen. Mais on t'entend et tu peux éventuellement faire ton commentaire si tu as un commentaire. Parce que je vois seulement la demi. Tu peux faire ton commentaire, on t'entend. Et je te vois complètement hein, sur l'écran. Oui. Alors, je dois seulement dire que tout le film, c'est un film qui a été fait sans script. Il n'y avait pas de script. Il y avait pas on ne savait même pas si on pouvait finir le film. Et l'épisode qui a été filmé est un épisode, moi, par exemple, avec mon ami Robert Fuchs, on ne savait pas que Bernard Balto filmait en même temps l'épisode. C'est-à-dire que vraiment, je dis tout le film, mais spécialement cet épisode, elle est entièrement, je dis, c'est le réel, ce qui s'est passé. Et c'était pour moi très émouvant de voir ça. Et je trouve que c'était seulement un convoi de 26 000 personnes qui sont
qui ont été exterminés à Auschwitz. Mais c'est vraiment très, très fort de voir les photos d'un convoi en exposition sur une rue à Anvers. Et voilà. Ok. Je demande l'autorisation à Jacqueline et Pierre pour dire un tout petit hommage de 30 secondes, si on me donne la permission. Bien entendu. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui. Oui. Bien sûr, bien sûr. Bien Allez, eh bien, je veux simplement dire que je veux rendre hommage à 2 personnes qui ont été les maillons initiateurs de cette soirée, mais il y a très longtemps et sans le savoir. Je veux parler de Suzy Sprecher et malheureusement de son mari Nico qui nous a quittés. Je leur témoigne toute ma reconnaissance et mon respect car c'est grâce à eux que j'ai été mis en contact avec votre loge, la loge Robert Gamzon, et que j'ai pu participer à de nombreux événements. Et je suis très ému de voir que Suzy était parmi nous ce soir. C'est tout. Je voulais simplement dire cela. Vous me permettez de parler en anglais parce que mon français, c'est pas très bon et mon anglais, c'est mieux. Shaul, whom I have known since the New York premiere of Les Enfants Sans Ombre, is an absolute ambassador of resilience and adaptation of the Jewish people. He is a master teacher, and he has inspired me to join him in teaching adaptation and resilience of the Jewish people. For example, yesterday evening, I taught a class at Loyola Marymount University in Los Angeles to predominantly Catholic students about Jewish resilience and adaptation. And I think the story of Mademoiselle, of Shaul, of Sigi, and of where we are today is just a prelude. It is a prelude of where we need to go. We shall never forget the Shoah, the Holocaust. But now is the time, I believe, for us as Jewish people to talk about how we survived, why we survived, and what we have contributed to society as a whole. So congratulations for this wonderful Zoom. To Shaul and to all of you who organized this, I am privileged to have participated. Je voudrais, est-ce que je peux dire quelques mots? On m'entend? Oui. On m'entend? Oui. Je voudrais dire voilà quelques mots. Vous avez entendu maintenant le professeur John Benfield, il parle de Palm Desert aux États-Unis, près de Palm Springs. Je dis le professeur Benfield est un des plus professeurs connus au monde. Il est professeur de thoracic surgery, de la chirurgie thoracique et cardiaque. Il était président de l'association internationale et américaine et c'est vraiment une des plus grandes figures dans le domaine. Et il m'a beaucoup, il m'a beaucoup aidé à montrer le film et parler du film et des enfants cachés à New York et à Los Angeles. Et même aujourd'hui, nous sommes vraiment amis
Et avec lui, j'ai rêvé ensemble de faire même un film à Hollywood sur les enfants cachés. Mais c'est jamais trop tard. Alors, je remercie. Je ne savais pas que je lui ai envoyé l'invitation, mais je n'étais pas sûr qu'il aurait peut-être le temps de regarder. Mais je suis très content qu'il est avec nous ce soir. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très, très spécial pour moi. Merci beaucoup, Shaoul. Je voudrais passer la parole maintenant à Pierre Dreyfus, qui va faire une petite synthèse de tout ce que nous avons entendu pendant cette soirée. Pierrot, est-ce que tu peux reprendre la parole? Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Je crois qu'on m'entend. Très bien. Est-ce qu'on peut dire un mot après? C'est Jackie? Oui, bien sûr. Bien sûr, ou tout de suite. Jackie, est-ce que tu veux prendre la parole tout de suite, monsieur le grand rabbin? Oui, si tu me la donnes, oui, avec plaisir. Bien, je te la donne volontiers. J'ai eu ce soir 2 sentiments. Au début, j'ai eu un sentiment un petit peu de révolte, en me disant comment est-ce qu'on peut faire un film pareil, projeter un film pareil à la veille de Tu Bishvat, qui est une fête joyeuse, le renouveau de la nature. Pourquoi me faire pleurer à la veille de Tu Bishvat? Je dois avouer que j'ai assisté à des quantités d'exposés, de conférences sur la Shoah. Mais rarement j'ai eu autant de larmes qui ont coulé de mes yeux. Et j'étais un petit peu révolté. Mais je me suis repris en disant, au fait, on a très bien choisi la date. L'histoire de Shaoul et Tu Bishvat, c'est exactement la même histoire. Qu'est-ce que c'est que la Shoah? C'était la fin du peuple juif. Qui aurait pu penser qu'avec 6 millions de morts, on puisse avoir encore Tzahal, Eretz Israël. C'est extraordinaire. C'est l'histoire de Shaoul. Qui aurait pu penser, après l'histoire qu'il a vécue, qu'il serait professeur de médecine en Israël. C'est extraordinaire. Alors je veux vous dire à Shaoul Oren, Kol HaKavod. Merci beaucoup. Merci Jackie, merci monsieur le grand rabbin Jackie Amar des paroles que tu viens de prononcer. Je dois dire que je n'avais pas du tout pensé à la correspondance qui peut exister entre Tu Bishvat et la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, parce que c'est ce que nous commémorons ce soir. Et je dois dire que je suis frappé par certaines choses. Je constate que personne, jusqu'à présent, ne pose de questions parce que ce qui a été dit par Shaoul Harel, ce qui a été dit par Pierre Jorlette ne pose pas question. Ne pose absolument pas question. Et je dois dire que nos détracteurs nous reprochent d'avoir prétendument trop de mémoire. Quelle idiotie, selon eux, de se souvenir aujourd'hui encore d'Amalek, des persécutions subies au XIVe siècle lors de l'épidémie de peste. Pourquoi commémorer la libération du camp d'extermination d'Auschwitz? Un enfant sans ombre, le professeur Shaoul Harel, Pierre Jorlette, nous ont démontré avec brio, avec beaucoup de sentiments, que nous avons bien raison d'avoir de la mémoire, de nous rappeler cette date du 27 janvier 1945, surtout si l'on sait, par exemple, que selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, près des 2/3 des jeunes Américains ne savent pas que 6 millions de Juifs ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, à tous les deux, à Pierre et à Shaoul, merci de nous avoir donné tellement d'émotions. Quelle émotion lorsqu'on entend
chanter Mademoiselle, quelle émotion lorsque l'on entend également chanter Ziggy Hirsch. Ziggy Hirsch qui finalement, dans la pure tradition de la chanson berlinoise, chante un peu comme Kurt Weill chantait. C'était une merveille d'entendre non seulement Ziggy Hirsch, mais également c'était une merveille d'entendre ces jeunes filles ainsi que l'orchestre, et de même que le récitant, j'allais oublier le récitant, nous étions pétrifiés d'émotion en écoutant cette évocation de Ziggy Hirsch et en écoutant Ziggy Hirsch lui-même. Merci au professeur Harel, merci à Pierre Jorlette de votre bienfaisante, entre guillemets, piqûre de rappel, sans allusion à ce qui nous préoccupe actuellement. Et j'ajoute que dans un courriel ultérieur, nous enverrons à celles et ceux qui voudraient acquérir le livre du professeur Harel, nous enverrons les références du livre dans ce courriel, mais d'ores et déjà, je vous indique que le prix de vente est de 50 shekels. Merci donc à tous les deux. Merci aussi à nos orfèvres de la technique, comme je les appelle, c'est-à-dire Jean-Claude Aîné et David Sherman, parce que grâce à eux, nous avons eu une séance de grande qualité. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine activité de la Commission Culture qui aura avec le docteur Jonathan Eichenbaum. Alors, à tous les deux, à Shaul Harel, à Pierre Jorlette, notre ami de toujours, nous nous sommes fait un nouvel ami. Nous pensons que nous pouvons de nouveau, dans un avenir plus ou moins rapproché, faire appel à vous parce que, d'abord, vous parlez très bien français, contrairement à ce que vous laissiez subodorer au début de votre intervention. Et Pierre Jorlette, l'intervieweur, a été extraordinaire. Alors, une nouvelle fois, un très, très grand merci à tous les deux. Et grâce à vous, non seulement cette soirée aura été un succès, mais grâce à vous, nous avons revécu ce que, dans une toute petite mesure, ce que nos frères et nos sœurs ont pu vivre lors de la libération du camp d'Auschwitz. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, une seconde, je peux dire un mot? Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Je voudrais dire que d'abord, j'espère que Ziggy Hirsch nous entend de Bruxelles. Je ne sais pas si on peut le voir, mais je sais qu'il sait, je lui ai parlé du programme et je sais qu'avec l'aide de sa fille et Michel, il a peut-être vu, ou peut-être s'il est là, on peut le montrer. Ziggy, êtes-vous là? Oui, il est là.
Et je vois mon ami David et Jacqueline Inovloki, qui sont aussi enfants cachés de Belgique, qui ont participé avec moi dans les activités belgo-israéliennes. Et je crois aussi qu'il y a des autres enfants cachés que je sais que regardent peut-être le programme. Je ne peux pas voir tout le monde ici, mais je suis très fier et très content d'avoir participé à ce projet ici avec vous. Et je vois que la loge Gamzo fait beaucoup d'activités. Et je veux aussi encore une fois remercier Pierre Jourlette, vraiment un grand ami à moi, qui m'aide avec le français, avec toutes les activités que nous faisons ensemble. Et j'espère que cette soirée sera aussi une boussole pour les autres de savoir qu'il y a toujours de la lumière au fond du tunnel. Voilà, Shaoul, merci. Je voudrais juste, avant de terminer, dire quelque chose. J'ai vu les larmes de notre grand rabbin Jackie Amar, et je dois dire que j'ai eu aussi les larmes aux yeux, parce que tout enfant caché que nous sommes, et il y en a beaucoup parmi nous, et moi en particulier, j'ai été très sensible, très émue. Et je dois dire qu'il faut continuer à travailler, à témoigner, il faut continuer à transmettre. Et comme vous disiez très justement, Shaoul, la lumière est là, elle est devant nous, et nous devons continuer. Merci beaucoup, c'était très émouvant, et c'était tout à fait ce qu'il fallait pour notre soirée, qui est une commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, et en même temps le renouveau de la nature. Et les deux vont très bien ensemble. Merci Shaoul, merci Pierre, et Beatzlacha, et Alevaï, et à très bientôt, et la vie continue. Merci à vous. Est-ce que je peux dire un mot? On t'entend, David. Oui, alors je voudrais d'abord remercier la loge pour cet excellent exposé qui a eu lieu maintenant. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé, qui ont permis cette diffusion, et principalement mon ami Shaoul Harel, naturellement, Pierre Jourlette, que j'ai rencontré dans mes activités d'enfants cachés, puisque pendant 20 ans, j'ai été vice-président de l'association belge, et nous avons eu de nombreuses activités ensemble. Avec Shaoul, que j'ai rencontré tout à fait par hasard il y a de très nombreuses années, et qui m'avait proposé de participer à un événement pour lequel j'étais un peu sceptique. Il s'agissait de l'organisation de la conférence en Israël des enfants cachés. Et ce qu'il me demandait, ce n'est pas la conférence qui était sceptique, mais il me demandait d'amener le plus possible d'enfants cachés de Belgique. Or, le trajet, l'hôtel, il fallait quand même une certaine somme d'argent pour pouvoir participer à ça. Et j'étais très soupçonneux de dire, écoute, je ne pense pas qu'on pourra beaucoup de gens. Il me dit, tu ne sais pas amener au moins 300 personnes? Je lui ai répondu, non, 50 peut-être. Effectivement, nous sommes venus avec 50. Mais devant son énergie, sa volonté d'aller jusqu'au bout de ses idées, il m'a vraiment scotché. Et depuis lors, nous sommes amis. Et je dois dire que je suis fier d'être son ami. Et je le remercie beaucoup. Et vous aussi, Pierre. Je vous remercie aussi beaucoup. Je voulais aussi encore dire un tout petit mot. Quand on entend toutes ces histoires d'enfants cachés, il me vient à moi une seule pensée. Sans miracle, il n'y avait pas de survie. Nous sommes des miraculés. C'est tout ce qu'on doit dire. C'est vrai. Voilà. Je vous remercie tous. Je voulais seulement savoir, parce que j'ai reçu un email que Boris Cyrulnik va participer ou entendre la conférence, et s'il est là, peut-être il pourrait dire quelques mots. Je ne sais pas s'il voit la présentation. Enfin, s'il est là, alors je serais très content qu'il puisse dire quelques mots, parce que c'est vraiment
un enfant caché et un expert vraiment dans le domaine de résilience. C'est le but de ce livre, de la résilience, de voir vraiment comment on peut commencer très bas et finir si on est dédié et si on a la volonté et l'espoir. Alors ça, c'est le message aussi de Boris Cyrulnik, qui lui aussi, enfant caché, est devenu un grand célèbre neuropsychiatre et un écrivain de livres, et qui est, je crois que demain, il sera sur la grande librairie, certainement il parlera aussi des enfants cachés. Est-ce que le professeur Cyrulnik est là? Professeur Cyrulnik, est-ce que vous nous entendez? Non, non, il n'est pas là. Je ne crois pas. Non. Jacqueline, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, je voudrais bien entendu remercier très profondément Pierre Jorlette et Shaul Harel. Je voulais simplement, en mémoire de Nico, se remémorer que son père était dans le 20e convoi et il est un des rares survivants de ce convoi qui a été ouvert, c'est le seul convoi européen qui a été ouvert par 3 résistants en Belgique, quelques kilomètres après s'être mis en marche vers Auschwitz. Voilà. Et d'autre part, je voulais aussi dire qu'il y a donc l'association Alumim qui essaye et qui s'occupe la plupart, ce sont des enfants cachés de France et de Belgique. Et on a eu le bonheur d'avoir invité Monsieur Shaul Harel il y a quelques années et également Boris Cyrulnik. Donc merci mille fois. C'était vraiment une soirée exceptionnelle, exceptionnelle. Merci pour tout le monde et pour votre... Vraiment, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci Suzy de me permettre de dire que nous entretenons les meilleures relations avec l'association Alumim et que nous avons déjà organisé des activités communes à Alumim et à la loge Robert Gamzon. C'est merveilleux. Il faut continuer. Mais bien sûr. Eh bien, je pense que peut-être nous allons devoir nous quitter. Dommage. Encore une fois, merci de ce moment d'émotion. Merci pour nos chers disparus, assassinés. Et merci à nous tous, enfants cachés, de pouvoir continuer. Et nous allons continuer encore longtemps avec Briout, Admea Ve'etrim, si c'est possible, en bonne santé. Merci beaucoup, professeur Shaul Harel. Merci beaucoup, Pierre Jorlette. Ça fait très plaisir. Et à très bientôt.